très rapidement, parce que l'introduction va se faire à trois voix. Oui. Donc Galia, Mapom et Nora dans ce ordre-là. Donc voilà, sur la question qui est aujourd'hui prégnante et voilà, qui préoccupe l'ensemble de la population, le monde du travail et la jeunesse, qui est la question de la guerre, la question des rivalités internationales qui s'amplifient. Et il faut parler plus fort, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, voilà. On ferait ça à trois voix avec, en tout, on essaie de faire 35-40 minutes. Vous ne nous en voudrez pas si on dépasse un petit peu, mais... En fait, je vais commencer par ce qui domine quand même l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire la crise boursière, financière qui a été provoquée par le lancement de la guerre commerciale de Trump à coup de hausse de droits de douane. Et pour un petit rappel des événements, le 2 avril dernier, Trump a annoncé que les USA allaient taxer les importations en provenance de tous les pays du monde de 10%, et puis un certain nombre de pays de plus en droits de douane, ainsi que certains produits et certains secteurs de l'industrie. Déjà, je peux dire que la Chine était le pays le plus touché à ce moment-là, c'est-à-dire Trump prévoyait 34% de taxes supplémentaires qui s'ajoutaient aux 20% déjà existants, ce qui faisait 54%. Et la Chine ainsi que les pays où les multinationales, d'ailleurs américaines, souvent délocalisent la production qu'ils faisaient en Chine auparavant parce qu'il y avait des sanctions des États-Unis contre la Chine, le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh. Eh bien, cette décision de Trump, le 2 avril, elle a fait chuter les marchés boursiers de toute la planète en même temps. 10 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée dans les jours qui ont suivi. Et le 9 avril, Trump a annoncé qu'il suspendait pour 90 jours les droits de douane qu'il avait voulu imposer, excepté les 10% qui s'appliquent à tout le monde. Et ces droits de douane étaient suspendus pour 75 pays qui avaient demandé à négocier, sauf, et j'y reviendrai, ceux à l'encontre de la Chine, qu'il a augmenté au contraire. Alors maintenant on est à 145%, suite à la riposte aussi de la Chine qui avait annoncé des taxes contre les produits américains de 120%. Donc Trump a donc reculé. Plus exactement, il faut dire qu'il a fait une pause, et sans doute pour enrayer la baisse des marchés financiers. Et ça circule beaucoup dans les journaux aujourd'hui. Au passage, il y a quelques hommes d'affaires proches de Trump qui ont ramassé la mise, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté quand c'était très bas et revendu, sans doute parce qu'ils connaissaient la décision de Trump un jour plus tard, en raflant quelques milliards. Mais je crois que, et donc le 9 avril et une partie du 10, les indices boursiers sont remontés pour connaître une nouvelle chute. Et cette fois, ce qui était en cause, ce n'était pas tellement les droits de douane, c'était surtout le fait que les titres de la dette publique américaine avaient été vendus massivement. Il y avait eu une vente massive de titres de la dette américaine, ce qui peut sembler être un paradoxe parce que cette dette américaine, c'est une valeur refuge traditionnellement, c'est-à-dire que quand ça va mal sur les marchés d'actions, etc., des gens investissent, sortent leur fric avant que ça aille mal et le placent dans la dette américaine. J'y reviendrai. Et les choses se sont un peu calmées depuis, mais personne ne peut dire ce qui s'en suivra sur les marchés financiers dans la période qui vient, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi connaître une nouvelle manifestation de ce qu'on peut appeler un krach financier. Alors, l'objectif là, c'est pas de s'attarder sur les
des opérations qui existent sur les marchés boursiers, les titrisations, enfin il y a des tas de phénomènes très complexes techniquement qui sont dus au fait qu'ils inventent des tas de choses pour anticiper des profits qui se feront après. L'important, c'est que de bien comprendre que ces profits qu'ils peuvent faire sur les marchés boursiers ou autres, eh bien, en fin de compte, ils dépendent de l'exploitation du travail humain, c'est-à-dire des profits qui se font dans l'économie réelle par l'exploitation du travail humain, donc en somme de la plus-value. Et indépendamment de la spécificité de Trump et de sa politique, on va y revenir, ces événements sont la conséquence d'un essoufflement du capitalisme mondialisé qui ne dégage pas suffisamment de profits pour nourrir, pour valoriser la masse énorme des capitaux spéculatifs qui existent dans le monde et qui représentent 5 fois le PIB mondial, c'est-à-dire toute la richesse produite dans le monde en une année. En réalité, ce recul de Trump, il n'est pas définitif. 90 jours, a-t-il dit, c'est une pause dans une politique qu'il mène à long terme, et son irrationalité, parce que beaucoup de commentateurs parlent de la folie de Trump, etc., eh bien, c'est plutôt l'agressivité ostensible avec laquelle il traite jusqu'aux alliés les plus proches de Trump, des USA. En rupture, non pas avec le fond de la politique d'un Biden ou d'un Obama, mais avec la forme, avec les apparences diplomatiques, le voile hypocrite des bonnes intentions qui masquent les intérêts des multinationales américaines. Depuis les années, je reviens un peu en arrière, mais depuis les années 80 et 90, de façon accélérée à partir de l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont été le fer de lance de la mondialisation capitaliste, non pas pour faire de la planète un village global, comme on disait dans la propagande, ni pour faire bénéficier tous les habitants de ce village des progrès, de progrès, mais en réalité pour rétablir les taux de profit qui étaient dus à déjà la baisse tendancielle du taux de profit. Et comment ils ont fait remonter ces taux de profit? En abattant toutes les barrières qui faisaient obstacle à la valorisation des capitaux, en détruisant dans les pays riches tout ce qui avait pu être gagné par les classes ouvrières, par leur pression, par leur lutte, et en se donnant les moyens d'exploiter la main-d'œuvre très peu chère des anciens pays coloniaux, de la Chine, de l'Inde, etc. Donc, non pas pour résumer la mondialisation heureuse, comme on l'appelait, mais en fait l'offensive de la mondialisation capitaliste contre les travailleurs et les peuples. Et aujourd'hui, Trump prétend faire payer ceux qui auraient profité de cette prétendue générosité des États-Unis, mais ce sont bien les multinationales américaines et occidentales qui ont profité d'une main-d'œuvre, des matières premières et des avantages que leur ont distribué les États de ces pays pour y installer des usines. Or, quel en est le résultat aujourd'hui? Et c'est là qu'on approche du problème de la guerre. C'est que les États-Unis, qui étaient la puissance vraiment hégémonique incontestée après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, a perdu de cette puissance, et il se voit aujourd'hui concurrencé par ce qu'on appelle les BRICS, et en particulier par la Chine, par l'Inde, où par exemple s'assemble la majorité des smartphones Apple et les différents composants qui rentrent dans l'industrie la plus moderne. Et de ce point de vue, cette perte d'hégémonie en quelque sorte, le mouvement massif de vente de la dette américaine, qui a toujours été, donc je le disais, une valeur refuge, eh bien, le fait que les États-Unis puissent avoir du mal à se financer dorénavant sur les marchés de capitaux, eh bien, c'est bien un indice de ce déclin américain, alors que c'était vraiment et le dollar et la dette américaine, les éléments, y compris de leur force.
Alors aujourd'hui, non seulement la masse des profits nécessaires pour valoriser l'énorme quantité de capitaux spéculatifs est insuffisante, mais le gâteau doit être partagé entre des concurrents de plus en plus nombreux, ce qui conduit à l'exacerbation de la concurrence économique, laquelle trouve son prolongement dans les guerres du Moyen-Orient et d'Ukraine, comme dans la guerre commerciale menée par Trump, dont la cible principale est la Chine. L'irrationalité de Trump, dont on nous rebat les oreilles, eh bien, c'est une politique de préparation de la guerre contre la Chine. Je ne dis pas demain, ni dans 1 an, ni dans 2 ans. C'est une politique de long terme. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une phase d'une politique de long terme. Et la guerre, ce projet de guerre contre son principal concurrent, eh bien, les États-Unis savent qu'ils ne pourront le mener que s'ils ont une indépendance, s'ils ont un contrôle au moins des chaînes de production qui sont nécessaires à l'industrie américaine et en particulier à l'industrie militaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux rebondissements avec la Chine. Bon, vous avez peut-être entendu, c'est tout récent. Trump a enlevé des droits de douane, les ordinateurs et les smartphones. Bon, ça c'est la pression c'est magnifique, mais ils ont besoin. Les deux économies sont complètement interdépendantes, mais la logique en cours, la logique folle du point de vue des intérêts de l'humanité, mais absolument rationnelle du point de vue des intérêts des capitalistes américains, c'est celle-là. Et donc les dirigeants américains sont engagés dans une réorganisation du capitalisme mondial afin de rapatrier, y compris, il le dit, Trump, rapatrier les industries indispensables à l'indépendance américaine dans la préparation d'une guerre contre leur principal rival, la Chine. Ils agissent en fonction de leurs seuls intérêts nationaux pour plier par la force le reste du monde à leurs intérêts. Alors, en exemple de ça aussi, il faut prendre le problème de l'Europe. L'Europe dont tous les dirigeants ont été frappés à la porte de la Maison-Blanche pour pouvoir renégocier les droits de douane et qui a quand même fait... on prend les rodomontades de Macron pour dire non, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas laisser l'Ukraine abandonnée par les USA. Malgré ces rodomontades, en fait, quand l'Europe intervient là-dedans, eh bien, c'est en vassal des États-Unis. Le président de la République italienne disait il n'y a pas longtemps la vassalisation heureuse, opposée à la mondialisation heureuse. Eh bien, en réalité, oui, c'est la vassalisation, c'est-à-dire Trump, les États-Unis veulent mettre au pied leurs principaux alliés qui sont l'Europe. Et donc, quand on nous dit que l'Europe fait assaut d'indépendance, en réalité, ils font ce que veulent les États-Unis, que ça soit dans la guerre d'Ukraine, en livrant plus de matériel, en étant prêt à envoyer des troupes pour sécuriser une hypothétique paix, parce que la paix avec Poutine, entre Poutine et Trump, elle n'est pas vraiment là, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et il y a donc les États européens, dans l'Union européenne, ont projeté de mettre 800 milliards d'euros dans les budgets militaires, ce qui est une somme énorme par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et qui bouleverse, on le voit, mais là je pense que Isabelle interviendra, qui bouleverse de fait toutes les dépenses de l'État, quoi. C'est au détriment de toutes sortes de choses utiles à la population. Et cela, eh bien, ils le font au nom de quoi? De la menace russe. C'est-à-dire qu'ils racontent cette fable comme quoi la Russie pourrait menacer l'Europe. La Russie, qui n'a même pas été capable d'envahir réellement l'Ukraine, qui a dû se retirer très vite, elle serait une menace pour l'Europe. Tout ça, c'est un mensonge vraiment destiné à faire passer la militarisation et à faire passer l'augmentation des budgets militaires et à préparer à la guerre, préparer les opinions publiques à la guerre.
Parce que la réalité des rapports, c'est que les États-Unis veulent que l'Europe prenne en charge les frais de la guerre contre la Russie. Et ils sont... voilà, bon, enfin... l'Union européenne, dont la France est une alliée des États-Unis, est dans la guerre effroyable, génocidaire qu'il mène contre les Palestiniens par l'intermédiaire d'Israël et contre les peuples du Moyen-Orient, le Yémen, la Syrie, demain l'Iran peut-être, le Liban, et dans la guerre qu'il mène contre la Russie par l'intermédiaire du peuple ukrainien. L'Union européenne n'a jamais manqué à cette alliance. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de rallier évidemment un camp contre l'autre, mais de bien voir qui sont les principaux fauteurs de guerre, d'autant que notre propre État fait partie du camp des puissances occidentales. Et il n'y a pas d'autre issue à cette folie dans laquelle nous conduit le système capitaliste que l'intervention des travailleurs, des classes ouvrières, et pour mettre fin aux capitalistes. Alors de ce point de vue, alors que cet objectif peut apparaître une montagne devant nous, il faut bien se dire que l'état de faillite du système et d'essoufflement du capitalisme qui vraiment fait qu'aucun progrès n'est possible, et au contraire qu'une régression sociale, eh bien, provoque, d'ores et déjà d'ailleurs, des soulèvements parmi les peuples, provoque, bon, les camarades en parleront, mais un mouvement hands-off aux États-Unis qui est assez important, et que de fait, eh bien, la perspective d'une autre société bon, peut émerger, enfin grâce aux militants aussi, mais a les bases pour émerger. Voilà, c'est tout. Je vais continuer avec un aspect plus national, et c'est un mot à la mode, et alors que le monde est en plein chaos, ben on assiste ici, et comme dans énormément de pays occidentaux, à une gigantesque mise en scène pour nous appeler au sursaut national, à l'unité nationale, à l'union nationale, enfin tous les mots y passent. Et face à la prétendue folie trumpiste, ben on nous vante un ordre capitaliste fantasmé, qui pourrait être loyal, régulé, vertueux. On nous vante aussi un état de droit dont on n'hésite pas à se réclamer, y compris un Jordan Bardella en défense de Marine Le Pen contre une prétendue république des juges. On voudrait nous faire croire qu'il pourrait y avoir un capitalisme national qui serait démocratique et loyal, qui serait respectueux du droit, au-dessus des classes sociales, qui pourrait nous protéger du chaos général. Alors dit comme ça fait caricatural, mais c'est ce qu'on entend tous les jours, à la télé, à la radio, partout, dans la presse. On est imbibé de cette propagande-là, et une propagande à laquelle s'associent toutes les forces institutionnelles, qu'elles soient de droite ou de gauche, qu'elles soient parlementaires, syndicales, associatives, on baigne vraiment largement là-dedans. Alors le chef de file de cette propagande, de cette union nationale, Macron a annoncé une économie de guerre à laquelle il nous invite à nous plier. Alors c'est plutôt Nora qui développera, mais juste quelques chiffres pour voir. Le budget militaire, il est passé de 32 milliards en 2017 à 47 en 2023, avec l'objectif d'arriver à 70 milliards en 2030. Et ça, c'est sans compter les millions de cadeaux à l'industrie de l'armement, les appels vibrants à la population pour réfléchir comment on peut aider aux investissements de Dassault, Thales & Co. Voilà. Alors depuis des semaines, cette propagande s'intensifie en tentant de rendre les travailleurs et les travailleuses, la jeunesse, les classes populaires, solidaires de notre bourgeoisie, de son gouvernement. Alors les médias aux ordres nous vendent notre industrie, nos entreprises, le savoir-faire français, il n'y a pas un journal télévisé sans que ça arrive à un moment ou à un autre, nos capitalistes qu'il faudrait soutenir donc, et ceux-là même dans le journal Forbes, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, publié La Fortune, nos 52 milliardaires, au premier rang desquels on trouve Bernard Arnault, Dassault,
dont la fortune n'a pas fini d'augmenter avec les ventes de Rafale, Bettencourt, Peugeot, Pinot, ou d'autres un peu moins connus, tels que Aymar, patron d'ID Logistics, ou Besnier, de Lactalis. Alors, face au chaos que les classes dominantes provoquent, elles tentent d'enrôler idéologiquement les travailleurs, la jeunesse, dans leur guerre économique, commerciale et militaire, à travers l'Union nationale, en tentant de masquer les rapports de force. Exploiteurs et exploités auraient les mêmes intérêts nationaux. Et les mêmes tentent de diviser les travailleurs et les pauvres en distillant leurs préjugés nationalistes et racistes, en amplifiant les politiques anti-immigrés. Retailleau fêtait cette semaine ses 6 mois au ministère de l'Intérieur, et lors d'une conférence de presse, il se réjouissait d'avoir durci la loi immigration de son copain Darmanin, en limitant encore le droit de séjour, et il annonçait l'envoi cette semaine au préfet d'une nouvelle circulaire pour durcir les conditions de naturalisation, puisque être français, ça se mérite, et il faut montrer qu'on en est digne. Alors une offensive qui est complètement décomplexée, sur laquelle Le Pen, Bardella ou autres Wauquiez n'ont plus qu'à surfer. Vous avez entendu Wauquiez sûrement qui, il y a quelques jours, a proposé de déporter les immigrés sans papier qui ont une obligation de quitter le territoire à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les glaces au large du Canada. Voilà, c'est dans l'air du temps. Et cette crasse, ces provocations des capitalistes et de leur personnel politique, elles expriment à la fois leur profond mépris et leur cynisme, ça c'est pas nouveau, mais aussi leur trouille. Car dans ce monde de prédateurs où tous les coups sont permis entre les capitalistes, pour les capitalistes et y compris entre eux, c'est bien la trouille des travailleurs, des jeunes, des immigrés, des femmes, de tous ceux qui n'ont aucun intérêt à se soumettre à cet ordre réactionnaire qui les agite. Alors le patriotisme, le nationalisme, au même titre que le racisme et la xénophobie, ce sont des armes de classe pour la bourgeoisie, pour tenter de diviser les opprimés, de les solidariser de leurs propres oppresseurs. Ils savent que leur système, qui engendre toujours plus de chaos et de violence et de catastrophes économiques, sociales et écologiques, ne peut que provoquer des révoltes, des soulèvements, la remise en cause de leur système, de la propriété capitaliste et au final de leur pouvoir. Alors c'est la marche même de leur système qui amène une fraction de plus en plus large des classes dominantes dans le monde entier à faire le choix de s'en remettre à des populistes d'extrême droite, des Trump, des Musk, des Milley, qui mènent l'offensive à la tronçonneuse, comme ils disent, en espérant désarmer idéologiquement, politiquement les travailleurs et les classes populaires, et subjuguer les déclassés. Alors une trumpisation, elle est en cours dans l'ensemble du camp occidental, et elle est le fruit de cette fuite en avant des capitalistes, prêts à tout pour essayer de sauver leur système. Alors en France, alors que le RN est aux portes du pouvoir, Le Pen condamné a pu compter sur le soutien de tout ce que le monde compte de dirigeants réactionnaires, d'Orban à Mélanie, en passant par Poutine, et bien d'autres, jusqu'à bien évidemment Musk et Trump, qui dénonçaient une chasse aux sorcières. Alors une condamnation qui a créé un malaise général dans les rangs du personnel politique de la bourgeoisie, en commençant par Bayrou, aujourd'hui mis en cause dans le scandale des violences de Betaram, et hier dans le détournement de fonds publics du MoDem, lui aussi au Parlement européen. Alors les partis institutionnels, la droite, mais aussi la gauche de gouvernement, partis qui se sont partagés le pouvoir pendant des décennies, qui ont gouverné à tour de rôle ou ensemble depuis les années 80, sont aujourd'hui totalement discrédités, comme jamais ils l'ont été. Et Macron l'est encore davantage, lui qui prétendait s'élever au-dessus de tout ça, être ni de droite ni de gauche. Toute sa politique, lui qui devait nous protéger du Front National, elle signe sa faillite, la faillite de cette politique-là, la faillite de la bourgeoisie, et qui déroule aujourd'hui un tapis rouge au Rassemblement national. Et c'est pas du côté de la gauche, qu'elle soit syndicale et parlementaire, que pourra venir le salut. Aujourd'hui même, il y avait une manifestation, je ne sais pas si on a eu des échos, qui a, je pense, pas fait beaucoup de bruit, mais ceci dit, c'est quand même très symptomatique. Une manifestation à laquelle appelaient la CGT, la FSU et Solidaire, au moins nationalement, le Solidaire pas à Bordeaux, mais nationalement, les 3 syndicats de lutte, entre guillemets,
avec beaucoup d'associations où il y a plein de gens avec qui on milite, des associations toutes très institutionnelles, et ils appelaient à manifester pour la défense de l'état de droit. Alors il y a quand même un certain nombre de militants de ces syndicats ou associations qui étaient un peu perturbés et un peu impactés par... qui sentaient bien qu'il y avait un petit problème quand on leur disait, mais n'empêche que tout ça, c'est tout sauf une maladresse ou c'est réellement le fond de leur politique. Et cet État et ses droits, ces lois, elles combattent les travailleurs, les jeunes, les chômeurs, elles enferment les militants syndicaux, les migrants, elles mutilent celles et ceux qui se révoltent, qu'ils soient gilets jaunes ou jeunes des quartiers populaires, qu'ils soient zadistes, manifestants, et elles sont le garant du système. Alors les syndicats, aujourd'hui, ils sont totalement pétrifiés, englués dans le dialogue social, prisonniers du respect de la propriété privée, des institutions, de ce fameux état de droit qui détruit la sécurité sociale, les retraites, le droit du travail, les services publics, et en particulier la santé, le social et l'éducation. Et alors que les annonces de plans de licenciement ou de fermeture à venir tombent en rafale, ils en appellent à la justice sociale, comme s'il pouvait y avoir une justice quelconque dans cette société, comme si la guerre économique et commerciale pouvait avoir d'autres issues que soit la généralisation du chaos et de la guerre, soit l'intervention révolutionnaire des travailleurs et de la jeunesse, s'organisant pour arracher le pouvoir à la minorité d'ultra-riches, pour réorganiser la production et construire une société basée sur la coopération internationale des producteurs et des productrices. Alors les directions syndicales et la gauche parlementaire, elles se refusent à de telles perspectives, elles refusent de remettre en cause la propriété capitaliste, elles restent dans le cadre des rapports sociaux existants et des institutions dont leur sort dépend, un petit détail, et elles cherchent à modifier le rapport de force, chose qui aujourd'hui est totalement illusoire, on le voit avec les retraites. Alors les partis de gauche, ils défendent dans leur programme comme au quotidien l'état de droit, la patrie, l'armée française, les forces de l'ordre, tel un Mélenchon qui appelle à redonner de la puissance à l'État, à un protectionnisme solidaire, ou un Ruffin qui dénonce la mondialisation qui serait selon lui responsable de la désindustrialisation de la France et qui explique que la guerre commerciale engagée par Trump est, je cite, une chance pour l'Europe et pour la France. Alors la gauche, elle défend la souveraineté, qu'elle soit alimentaire, industrielle, sanitaire. Il faudrait, à les en croire, produire français, consommer français. Et outre le ridicule de la chose, toute la production associée au quotidien des matières premières et des travailleurs du monde entier, poser la question en termes de souveraineté, c'est ignorer et renoncer à la lutte de classe. La question de la production des biens nécessaires à la collectivité, la question de leur répartition, ce n'est pas une question nationale. C'est celle de qui dirige, qui décide de ce qu'on produit, comment, à quel endroit et pour répondre à quels besoins. C'est la question centrale qui est posée aujourd'hui par la situation, celle de la nécessaire planification de l'économie. Alors l'intensification de la lutte de classe, elle transforme la compréhension que beaucoup ont du monde, et elle permet de donner un contenu concret, nouveau, à la perspective socialiste, même s'il y a bien des brumes dans les cerveaux, même s'il y a bien des incompréhensions, des troubles. Et au sein des affrontements en cours, une partie des travailleurs, une partie de la jeunesse, des opprimés, ils se politisent, ils prennent conscience de la réalité des rapports sociaux, des rapports économiques, des rapports politiques, des rapports de classe. Et c'est au sein même de la situation et des luttes qu'elle entraîne que se pose l'urgence d'en finir avec l'exploitation et avec l'appropriation capitaliste. Et Nora je lui passe la main. Voilà. Bon, la transition n'est pas parfaite, mais comme l'ont expliqué les camarades juste avant, je ne vais pas trop répéter. Si les puissances européennes elles se réarment en ce moment, c'est bien pour à la fois intensifier leur piège impérialiste à travers le monde, pour défendre les intérêts de leurs capitalistes nationaux, face à la concurrence des autres. Et puis pour grappiller des parts de marché dans le monde et continuer de dépecer d'autres pays en Afrique, etc. On n'est peut-être pas encore dans une économie de guerre à proprement parler. Macron, il vise un budget militaire de 5% du PIB. Actuellement, il est de 1,9%. Donc, comme le disait Isabelle, avec 68 milliards en fait, pour l'armée d'ici 2030, pour le budget de l'armée. On est bien loin, évidemment, des budgets militaires de la Seconde Guerre mondiale, et on est même assez loin de l'année 1953, par exemple,
pendant laquelle les États-Unis ils ont consacré 13,8% de leur PIB à l'armement pendant la guerre de Corée, et les dépenses militaires françaises, elles sont montées à 7,57% du PIB dans le cadre de la guerre d'Algérie. Mais 5%, même 1,9%, en fait, c'est déjà trop. Le militarisme, il prépare bien un avenir de guerre qui ne sont pas les nôtres, et dès aujourd'hui, en fait, c'est une déclaration de guerre sociale contre la classe ouvrière. Si la guerre entre les puissances impérialistes, elle se fait surtout pour le moment à coup de droits de douane, l'emballement de ces guerres commerciales peut mener à une extension des conflits qui se fera forcément sur le dos des peuples. Bon, en plus des conflits, des guerres, il en existe actuellement déjà, évidemment interposés, que ce soit ce qui se passe en Palestine, en Ukraine, etc. Donc ce qui est sûr, c'est que leur guerre aux capitalistes, c'est pas les nôtres, et que la concurrence entre les gros capitalistes de la planète, elle concerne pas les travailleurs qui ont des intérêts communs à travers le monde, comme l'a dit Isabelle. Et d'ailleurs, la puissance en fait, d'un pays dans l'économie mondiale ne signifie pas que les travailleurs de ce pays en profitent. Il n'y a qu'à voir le niveau de vie en fait, des travailleurs chinois et même des travailleurs américains qui fait absolument pas rêver ici, quoi. Alors la guerre que mènent les capitalistes, c'est aussi celle contre les travailleurs, y compris de leur propre pays. La propagande va-t-en-guerre nationaliste à fond, sur laquelle un peu revenue Isabelle, elle sert surtout à faire passer en effet la pilule de nouvelles offensives patronales et du renforcement des budgets militaires au détriment des budgets publics, pour tenter d'imposer dès aujourd'hui le maximum de sacrifices aux travailleurs et aux plus pauvres. Donc que ce soit sur les salaires, les pensions, les allocations qui sont rongées par l'inflation, les suppressions d'emplois en masse, les budgets sociaux tronçonnés, etc. Par exemple, de l'aveu même des ministres, pardon. Non, ça veut ma transition qui est... Pardon. Bon, en tout cas, de l'aveu même des ministres, le fameux SNU de Macron, il servait bien peu à former des futurs soldats mobilisables. En fait, l'armée, elle voulait surtout davantage de moyens pour former davantage de soldats professionnels et renouveler son équipement. Donc, le SNU devait surtout servir en fait, à promouvoir la notion d'engagement et de favoriser un sentiment d'unité nationale, donc Dixit Macron. En clair, en fait, redorer l'image d'une armée française dans la population, y propager l'esprit de caserne qui est si cher au patron. Mais avec les nouvelles ambitions militaires de la France, Macron il parle désormais de gonfler un peu le dispositif. Donc on n'en est pas encore au service militaire, mais à des stages obligatoires avec bourrage de crâne ultranationaliste, guerriers au contact de l'armée, et avec une sélection de futures troupes de réserve pour l'armée. Et puis revient quand même un peu la petite musique sur un service militaire, sur une fameuse armée du peuple dite démocratique, et qui défendrait par le monde la démocratie, la liberté. Bon, à nous de rappeler que l'armée française, elle n'a jamais protégé les travailleurs, la jeunesse, etc. Elle a surtout guerroyé contre les peuples coloniaux en révolte, et puis même sous Pétain, elle a aidé celle de Hitler à rafler et à déporter les juifs, etc. Donc en termes de défense de liberté et de démocratie, on repassera. Alors les guerres commerciales, ce sont les travailleurs les premiers qui en font les frais, y compris dès aujourd'hui, quoi. Les bourgeoisies européennes, elles répondent à la baisse de la compétitivité par une casse sociale violente, dont les licenciements de masse. Il y a 850 000 emplois dans l'industrie qui ont été perdus là, en 4 ans dans l'Union européenne, et beaucoup de réorganisations qui sont sur le dos des travailleurs. Par exemple, le géant de la chimie BASF a réduit son activité sur son site historique en Allemagne. Il a réalisé le plus gros investissement étranger de son histoire en Chine. Le sidérurgiste ArcelorMittal, il ferme des sites en France et il envisage une expansion en Alabama. Et en France, les plans de licenciement, ils concernent plus de 300 000 travailleurs qui vont se retrouver sur le carreau dans les mois et années à venir. Le budget 2025, il accélère l'austérité et le démantèlement qui étaient déjà bien amorcés par les gouvernements de gauche comme de droite de la santé publique, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, etc. Pendant que les Thales, Dassault et compagnie se frottent les mains. D'ailleurs, le PDG de Thales, il a du mal à cacher son enthousiasme assez morbide parce qu'il a déclaré dernièrement que 2024 a été une année exceptionnelle. Nous n'avons jamais eu autant d'opportunités de développement. C'est une décennie de forte croissance qui s'ouvre. Donc bon, la croissance, ce ne sera pas pour tout le monde, évidemment. Qui va payer du coup cette augmentation faramineuse du budget militaire ? En fait, qui est-ce qui va payer pour remplir les poches des marchands de mort ? Notre président, il l'a bien dit, il n'y a pas d'argent magique. Ce seront donc aux travailleurs, aux plus pauvres de payer, du moins si on les laisse faire. Le dirigeant de la Banque publique d'investissement, il a été plutôt clair et ultra méprisant d'ailleurs sur le sujet, puisqu'il a dit que la dette, ça sert à financer les investissements, des canons ou des centrales nucléaires, et pas le Doliprane de ma mère. Bon, c'est sûr que sa mère a sûrement pas besoin d'être remboursée pour ses boîtes de Doliprane, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis le fameux conclave sur les retraites qui a eu lieu dernièrement, c'est fini sur cette note amère pour les travailleurs.
la France dépense plus que les autres pays européens pour sa retraite, et cet argent, il va falloir le mettre dans la défense. Bon, des sacrifices, encore et encore. Et ils ont encore bien des trous dans leur poche pour nous faire les poches, justement, dans les années qui vont venir. Les patrons du MEDEF, ils parlent déjà de reporter l'âge de la retraite à 70 ans. L'inflation, elle n'en a pas fini de bouffer les salaires, les allocations, etc. Et il y en a carrément qui parlent déjà d'utiliser nos livrets A, du moins pour ceux qui en ont, pour fonctionner dedans, quoi. Donc oui, la guerre sociale, elle est bel et bien déclarée. Mais les directions syndicales et les partis de gauche institutionnels, comme l'a dit Isabelle, ils se précipitent dans l'Union nationale militariste au nom de l'emploi, de la réindustrialisation, du souverainisme, et j'en passe. Certes, Mélenchon parle de défense passive, mais bon, les chars et les rafales, c'est fait pour tirer, quoi, et c'est pas si passif que ça. Donc renforcer les frontières, renforcer les barrières douanières, ça nous sera d'aucun secours non plus. Parce que barrières douanières ou non, ce qui attire les capitalistes, en fait, c'est la possibilité de faire du profit sur l'exploitation des travailleurs et de les écraser toujours plus. Et en fait, tous ceux qui nous gouvernent, ou qui prétendent nous gouverner, de la gauche à la droite, à l'extrême droite, qui soient plutôt de la team libre-échange ou protectionnisme, ils comptent bien renforcer ces possibilités pour les capitalistes sur notre dos, sur le dos des travailleurs. Les barrières douanières, elles protègent pas plus en fait des bas salaires et des licenciements que la fermeture des frontières aux immigrés. Alors contre cette politique, on peut évidemment compter que sur nos luttes. Bien des jeunes et des travailleurs sont pas complètement dupes en fait, des tentatives d'embrigadement de Macron qui suffisent pas à masquer la guerre sociale violente qu'il nous mène main dans la main avec l'extrême droite pour le compte du patronat. Alors depuis plusieurs mois là déjà, il y a plusieurs facs qui connaissent, depuis 2 mois on va dire, des mobilisations étudiantes, dont la plus importante ces dernières semaines était d'ailleurs à Bordeaux, à l'université de Montaigne, avec des AG qui ont réuni au pic plus de 1500 étudiants et personnels de la fac, avec des manifestations appelées par les étudiants qui ont eu plus ou moins de succès. Et dans les AG, en fait, il y a des étudiants qui discutent du lien entre les coupures de budget qui touchent l'enseignement supérieur et la recherche, mais également la santé, le social, etc. Et avec en fait un peu la situation économique globale et notamment l'augmentation du budget militaire. D'ailleurs, dans les appels aux manifestations, les étudiants mobilisés à Paris se sont exprimés ainsi. Pour avoir gain de cause contre ce gouvernement, il faut construire une mobilisation d'ampleur, une grève générale contre toute sa politique pro-patronale et militariste. Ce que les étudiants mettent sur la table, ça pourrait bien donner des idées à d'autres, à la fois aux lycéens qui sont révoltés par la montée de l'extrême droite, aux travailleurs de la santé et de la culture qui font face aussi aux coupes budgétaires avec licenciements, dégradation des conditions de travail, etc. Et évidemment aussi aux travailleurs de l'industrie sur qui pleuvent les licenciements. Il y a eu des grèves dernièrement chez Vancorex, Michelin, etc. Ou encore ceux qui se battent pour leur salaire en ce moment dans le cadre des négociations annuelles, comme à Thales en ce moment. Donc, autant d'intérêts communs pour se battre ensemble. Alors évidemment, tout le monde n'a pas tout à fait conscience en fait, actuellement du lien entre les attaques sur les budgets, les salaires, etc. et les choix en fait, politiques du gouvernement de faire des cadeaux au patronat, et notamment au patronat de l'armement. Et les discours nationalistes qui cherchent sur quoi est revenue Isabelle, et qui cherche d'ailleurs à présenter, par exemple, les travailleurs chinois, etc., comme des concurrents à la fois des patrons et des travailleurs français. Ils ont quand même une certaine influence dans les esprits, quoi. Mais tout ça, c'est une étape importante de compréhension, notamment si on ne veut pas tomber dans ce piège de l'union nationale, de la souveraineté et autres arnaques, qui visent à nous mettre derrière nos propres capitalistes, quoi. Donc le problème actuel, c'est pas qu'on manquerait d'argent pour faire tourner les hôpitaux, pour augmenter les salaires ou pour permettre à tous et toutes d'étudier dans de bonnes conditions. C'est bien un problème politique, parce que Macron, comme les autres en fait, comme tous ceux qui arrivent, qui ont gouverné et qui gouverneront, agit sous la pression directe du patronat français, qui préconise lui-même en fait de couper dans les budgets sociaux et publics, dans les retraites, le chômage, etc., pour investir là actuellement, notamment dans l'armement. Et ce qui peut les faire reculer, c'est une mobilisation d'ampleur de la jeunesse, du monde du travail, dans laquelle les colères se rejoignent. Bon, par exemple, c'est vrai que le 1er mai, c'est une date qui est une date historique de lutte contre les conditions de travail, pour les conditions de travail plutôt et tout, mais aussi contre la guerre, pourrait être une échéance importante de mobilisation. Bon, des mobilisations d'ampleur, d'ailleurs, il y a des mobilisations d'ampleur qui traversent d'autres pays, en ce moment, notamment en Turquie, où d'énormes manifestations rassemblent des millions de personnes depuis le 19 mars et la tentative de coup d'État d'Erdogan, qui a cherché à faire taire toute opposition pour imposer sa dictature. Ça a déclenché en Turquie une énorme vague de colère dans la population turque, qui n'en peut plus des années de régime autoritaire d'Erdogan et qui voit ses libertés et ses conditions de vie sans cesse diminuer au cours des dernières années, ce alors que la Turquie voit exploser le nombre de milliardaires. Cette mobilisation en Turquie, elle est partie des étudiants,
qui se mobilisent aussi dans leurs universités, font des AG, appellent à des rassemblements, etc. Et là-bas aussi se pose le problème en fait, de faire le lien avec le monde du travail, avec les travailleurs, et de la nécessité même d'une grève générale, à la fois pour dégager Erdogan, mais pas que, en fait, pour foutre en l'air tout ce régime qui se base sur l'exploitation et qui écrase sa population. Bon, j'ai pas le temps d'en parler en détail, on pourra aussi en discuter, mais il y a eu aussi les mobilisations très massives dernièrement en Grèce suite à l'accident dramatique de train qui est lié à la dégradation des réseaux ferroviaires qui ont été privatisés là, au cours des dernières années. Il y a aussi eu là, début avril d'importantes manifestations aux États-Unis contre la politique de coupe budgétaire de Trump et Musk, etc. Bon, en tout cas, en Turquie comme en France et ailleurs, c'est pas en changeant de chef d'État qu'on empêchera la montée guerrière, les licenciements, les attaques sur nos conditions de vie, sur la santé, les salaires, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on est nombreux en France, mais à travers le monde aussi, à avoir la rage, l'envie d'en découdre avec nos gouvernements, avec notre patronat et contre leur système pourri. Alors il faut que ces colères, elles se rejoignent dans un affrontement d'ensemble pour exiger ici que l'argent aille dans la santé, pour les salaires, etc. et pas dans les chars, dans les rafales et les obus. Et ça, c'est, comme l'a dit Isabelle, ni les partis de gauche ni les directions syndicales ne cherchent à le préparer, cet affrontement d'ensemble. D'où la nécessité d'organisation de partis ouvriers révolutionnaires pour affirmer que la guerre, l'armée, le drapeau des capitalistes français, c'est pas les nôtres. Et d'ailleurs, ces organisations, elles auraient tout intérêt à clamer ça ensemble. Et pour affirmer aussi que pour se débarrasser pour de bon en fait, des guerres, de l'exploitation, il faudra que les travailleurs organisés arrachent le pouvoir aux capitalistes pour de bon. Voilà.